Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. Mois de mai, c'est un mois de mai incroyable, faste et historique pour notre magazine C'est bon pour la santé, puisqu'après le professeur Henri Bismuth, grande figure de la transplantation hépatique que nous avons eu l'honneur de recevoir la semaine dernière, c'est aujourd'hui un des plus éminents spécialistes de la chirurgie cardiaque, le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon. Bonjour professeur. Bonjour messieurs. Qui nous fait l'honneur, voilà, vous nous faites l'honneur de votre visite. Vous êtes un fidèle déjà, on peut dire, de l'émission. Voilà. Et vous êtes donc ancien chef de service de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour votre dernier, voilà, Votre cœur c'est inconnu, paru chez Albin Michel, un ouvrage fort utile, même indispensable, on va s'en apercevoir et s'en rendre compte. Votre cœur, donc, c'est inconnu, j'ai déjà donné le titre. On parlera peut-être de toutes les fonctions du cœur dans la deuxième partie, mais pour l'heure, c'est l'entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Fabiani-Salmon, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence là, aujourd'hui sur notre antenne. Vous êtes un fidèle de notre émission. Alors nous allons, grâce à vous, cette fois-ci découvrir cet organe vital dont les maladies constituent la première cause de mortalité dans le monde, la deuxième en France, et profiter de votre expertise à la fois de la chirurgie cardiovasculaire, vous avez opéré 20 000 cœurs, et de l'histoire de la médecine, puisque vous enseignez à l'université Paris-Cité. Nous verrons qu'il a fallu près de 15 siècles et une véritable révolution copernicienne pour comprendre enfin son fonctionnement et la circulation sanguine. Vous nous expliquerez l'évolution lente et progressive des connaissances et vous nous proposerez un point très actualisé sur ces dysfonctionnements et ces troubles en faisant un focus sur le cœur des dames longtemps sous-estimé. Nous examinerons les progrès de la prise en charge médicale, chirurgicale, parfois la greffe, 450 par an en France, et mécanique. Et nous projetterons sur l'avenir avec le cœur artificiel, le robot, l'intelligence artificielle. Nous évoquerons bien sûr les facteurs de risque cardiovasculaires, mais dans la deuxième partie de notre magazine. Alors si vous voulez bien, voyons d'abord cet organe si particulier et son fonctionnement. Donc le cœur, un muscle vital. Absolument vital, à tel point qu'il a toujours été confondu dans l'histoire avec la vie. Sans aller trop vite dans notre propos, pour les anciens, et c'était très simple, le cœur c'était la chaudière qui faisait véritablement la vie. Et quand cette chaudière s'arrêtait de battre, la vie s'en allait et le corps qui était chaud grâce au cœur devenait froid. Et donc on était mort. Une toute petite chaudière, vous dites que c'est un muscle de la taille d'un poing fermé, 12 cm de long, 300 à 350 grammes. Au milieu de la poitrine, et il pompe 5 litres de sang chaque minute jusqu'à 20 litres pendant un effort physique. Absolument. Ça fait 8000 litres de sang par jour à peu près en moyenne. Et ceci sans jamais s'arrêter, évidemment, et sans jamais fatiguer. Et c'est là où ça devient extraordinaire, parce que tous les muscles, c'est un muscle, mais tous les muscles de l'organisme, vous prenez un haltère, vous le soulevez pendant 5 minutes, au bout d'un certain temps, vous lâchez l'haltère parce que vous avez mal aux muscles. Mais le cœur, lui, qui continue à faire son effort permanent sans jamais s'arrêter, sans jamais fatiguer. Et ça, c'est un des grands mystères du cœur, en quelque sorte. Comment il fabrique toute son énergie. Des chiffres qui donnent le tournis. Vous dites au repos, le cœur bat environ 60 à 100 fois par minute, ce qui fait 4800 battements par heure, 42 millions de battements par an et 3 milliards de battements pendant la vie. Sans jamais s'arrêter. Sans jamais s'arrêter. S'il s'arrête plus de 3 minutes, on sait très bien que ça se passe très mal, puisque le cerveau n'est plus irrigué et que l'on meurt. Le cœur, donc, c'est 4 chambres et des vaisseaux. Alors, grossièrement, je crois pour nos auditeurs, c'est important. Il y a un cœur droit, un cœur gauche. Un cœur droit, artères. Un cœur gauche, oui. Absolument, avec des artères qui en partent, une qui va vers les poumons, qui est l'artère pulmonaire, qui part du ventricule droit. Alors c'est important, parce que là c'est la petite circulation, il y a la grande circulation, et après quand on va évoquer l'historique, on se rendra compte qu'il y a eu de grosses confusions. C'est pas compliqué, il a fallu plus d'un millénaire pour comprendre, il a fallu un siècle pour décrire, le 19e, et puis il a fait 50 ans pour traiter.
c'est les 50 ans que nous venons de vivre. Donc vous voyez, la cardiologie peut se raccourcir assez facilement. Un millénaire, un siècle, 50 ans. Oui, on verra, puisque vous passez du temps, hein, puisque vous êtes historien également de la médecine, de Galien à Harvey, qui a décrit la circulation. Je voudrais qu'on dise un tout petit mot sur la circulation, en fait, le courant électrique. Alors, c'est pas vraiment un courant électrique, c'est un grand mystère. À partir du 27e jour de la vie, dans le ventre de la maman, hein, dans la vie fœtale, se met à battre quelques cellules qui donnent ce qu'on appelle le pacemaker, c'est-à-dire qui vont être le stimulateur naturel du cœur. Donc c'est un générateur. Vous m'avez repris en disant c'est pas un courant électrique, c'est un générateur. C'est un générateur qui va se traduire par de l'électricité, mais toutes les cellules se traduisent par l'électricité. Mais ce n'est pas une cellule musculaire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un autre système qui se développe dans le cœur, qui est un système de conduction, en effet, qui part de l'oreillette droite, qui va ensuite presque au début des ventricules, sur un autre nœud, et qui va ensuite aller dans les deux ventricules, et qui va permettre au cœur de se contracter. Alors si jamais quelque chose ne fonctionne pas dans ce système, en effet, vous pouvez comparer ça à un fil électrique, c'est pas tout à fait la même chose, mais admettons que ça ne fonctionne plus, eh ben, il va falloir remplacer ce pacemaker naturel. Alors là, on rentre dans la médecine moderne, puisque c'est le pacemaker que l'on peut mettre en place. La fréquence cardiaque, vous dites, le cœur peut s'emballer, peut ralentir, ça on l'a tous constaté, mais il s'accélère à l'aspiration, il ralentit à l'expiration et la nuit. Donc ce n'est pas en fait qu'une simple pompe. Ah, c'est pas une simple pompe. Elle est soumise à de tas d'influences où le cerveau a un rôle très important à jouer. Bon, tout le monde sait que une dame arrive devant vous, enfin je parle pour un monsieur, ça lui fait battre le cœur. Un jeune monsieur. Moins jeune. Ça lui fait battre le cœur. Et puis regardez le nombre d'expressions dans notre vie de tous les jours. On les verra tout à l'heure. Parce que le cœur est l'organe de projection de notre cerveau. Et donc, le cerveau a un rôle. Mais il n'y a pas que le cerveau qui a un rôle. Il y a aussi les hormones. Parce qu'il y a des hormones qui vont directement intervenir sur le cœur, en particulier... Les surrénales ? Les surrénales, la fameuse adrénaline, noradrénaline, qui va intervenir. D'ailleurs, soyons clairs, c'est grâce à ces surrénales que nous sommes vivants, vous et moi, aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que au moment de l'homme des cavernes, eh bien, quand se présentait un énorme fauve pour vous manger, enfin, manger votre bisaïeul, eh bien, que se passait-il ? La surrénale, immédiatement, se mettait en fonction. Elle donnait l'adrénaline, et cette adrénaline vous donnait une tension beaucoup plus élevée, un rythme cardiaque beaucoup plus rapide, et vous pouviez prendre vos jambes, vos jambes à votre riposter ou s'enfuir. Oui, l'un ou l'autre, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, on peut faire la jonction avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous avez soumis un stress, un gros stress, quel qu'il soit. Par exemple, je ne sais pas, votre patron vous engueule. Vous prenez, l'adrénaline monte immédiatement. Votre cœur, immédiatement, se met à battre. Votre tension se met à monter. Oui, mais vous ne donnez pas obligatoirement votre poing dans la figure et vous ne partez pas en courant. Donc, il y a des conventions sociales qui font qu'on ne peut pas. Oui. On ne peut pas, oui, seulement qui prend tout ? C'est votre cœur. C'est votre cœur qui prend tout sans avoir la possibilité de dépenser, en quelque sorte, par un effort physique, cette adrénaline qui vient d'être sécrétée. Et c'est une des grandes questions dont on va sans doute parler tout à l'heure, parce que c'est un des grands facteurs qui finalement finit par abîmer votre cœur. Vous me tendez la perche, alors quels sont les symptômes principaux de la maladie coronaire ? Alors, les symptômes principaux de la maladie coronaire, soyons clairs. D'abord, très souvent, la maladie coronaire ne donne pas beaucoup de symptômes, mais c'est bien des grands problèmes. Vous racontez, professeur Fabiani, votre expérience personnelle, donc ça n'est pas un secret, et vous expliquez que c'était totalement asymptomatique. Absolument, ça peut être totalement asymptomatique. Plus habituellement, le premier symptôme, c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, vous faites un effort, cet effort entraîne une douleur dans la poitrine, vous vous arrêtez, la douleur s'en va aussi, c'est le moment où il faut agir, évidemment. Et puis le dernier grand symptôme, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Alors là, c'est une douleur terrible qui vous enserre la poitrine, qui va vers la mâchoire, qui va vers le bras gauche, et qui là, vraiment, vous met en état de choc. Et il faut agir très très vite si on veut avoir une chance de vous sauver la vie et de sauver, si c'est possible, votre muscle cardiaque. Parce que maintenant, on peut le faire.
Alors, on va conjuguer votre expertise médico-chirurgicale et d'historien avec l'histoire des connaissances et la pérennité des fausses croyances. Et pendant 15 ans, la grande aventure de la circulation reste totalement erronée. Ah oui. C'est-à-dire que la description, je vous le disais tout à l'heure, c'est que le cœur est une chaudière, que le sang ne se trouve pas du tout dans le cœur au départ, il se trouve dans le foie. Parce que c'est la grosse glande qui contient beaucoup de foie pour tous les anciens. Donc, le sang est dans le foie. Et d'ailleurs, quand on mange, eh bien, le sang passe d'abord dans l'estomac, évidemment, et puis ensuite dans le foie directement, où il subit, dit Galien, une coction, c'est-à-dire une cuisson. Et cette cuisson aboutit à ce liquide un peu noir, visqueux, qui est le sang, qui passe où ? Dans les veines. Et c'est dans les veines que se situe le passage du sang. Alors, ça va vers le haut du corps, vers le bas du corps, et commence à se disparaître, tout ça, eh bien, par la transpiration. Eh bien, la transpiration fait que le sang s'évapore. Si bien qu'il faut sans arrêt refaire du sang pour qu'on puisse vivre, parce que sinon, le sang va s'échapper par la transpiration. Donc, vous voyez, on est loin de la circulation sanguine. Vous expliquez que Galien est en fait le médecin officiel de l'Église, donc il est hors de question de revenir sur ce dogme. Alors, ça a été un grand problème. Au départ, il ne l'était pas, hein. Bien sûr, il était le médecin de Marc Aurèle. Mais... Il était médecin des gladiateurs, j'ai appris qu'en fait, il était chef de service. Il a été médecin des gladiateurs, donc il devait connaître assez bien quand même la pathologie traumatique, hein, quand même. Et puis surtout, mais ça, c'est l'Église. Au début, les pères de l'Église avaient besoin de références. Et ils choisissent comme référence Galien. C'était pas un mauvais choix, parce que c'était incontestablement l'homme qui avait fait la synthèse de toutes les connaissances de l'Antiquité. Mais à partir du moment où l'Église catholique prend ça en main, eh ben, ça devient un évangile. Et donc, tous ceux qui disent pas comme Galien, eh ben, ils sortent un petit peu du champ. Et comme l'Église prend un pouvoir considérable, notamment au Moyen-Âge, eh bien, tous ceux qui ne vont pas parler comme Galien, alors, ils n'ont pas tous été brûlés, hein, faut pas exagérer non plus, mais enfin, ils étaient un peu mis au banc de la société. Donc, vous voyez... Quelques-uns, là, vous citez Michel Servet, qui est un humaniste, un médecin et théologien espagnol. Lui, il finit brûlé. Oui, il finit brûlé, mais c'est pas pour ça. Il ne finit pas brûlé à cause de la circulation sanguine. C'est vrai qu'il va avoir un rôle très important. C'est lui qui va finalement, soi-disant, décrire la petite circulation, celle qui passe par les poumons. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est un arabe. Il s'appelle Ibn al-Nafis. Il l'a écrit 2 siècles avant au Caire. Donc ça n'a rien. Mais il a recopié Servet. En fait, pourquoi il va être brûlé ? C'est parce qu'il raconte que des choses qui ne peuvent plaire ni à l'Église catholique, ni aux protestants. Parce que, alors, pour les catholiques, il ne croit pas au pape, il dit que c'est un fantoche, il ne croit pas à la messe, il ne croit pas à la Trinité, il ne croit à rien. Et il voue tout le monde aux gémonies. Alors, c'est pas étonnant que quelque part, il soit retrouvé sur un bûcher. Et en plus, il va à Genève, où il se fait prendre par les suppôts, entre guillemets, de Calvin. Et comme il veut prendre la place de Calvin à Genève, ça fait pas plaisir, et Calvin le condamne à mort. Et il est brûlé vif sur la fameuse colline du Champel, à Genève, où il y a maintenant un monument qui dit « Ah là là », ils battent leur coulpe en disant « On a brûlé ce pauvre Servet ». Oui, enfin bon, alors il y a un truc terrible, parce qu'ils avaient fait un bûcher, mais le bois qu'ils avaient choisi pour le faire brûler était du bois vert. C'est bien que le feu s'arrêtait sans arrêt. Et Servet les engueulait en disant « Quand même, c'est incroyable, si vous faites brûler, vous auriez quand même pu mettre du bois qui est de bonne qualité. C'est quand même incroyable, regardez comment je suis. » Enfin bon, c'est une petite histoire. Hein. Mais enfin bon, ce pauvre Servet, pour lequel, alors c'était quand même un grand agitateur, hein, soyons clairs. Hein. Servet, c'est l'agitateur. Mais enfin, c'est un personnage passionnant, fascinant même. Fascinant. Vous racontez, en fait, dans l'histoire de la médecine, il y a Vézal, qui est un médecin belge du XVIe siècle, oui, qui lui aussi corrige les erreurs de Galien. Et vous dites, il devra aller faire pénitence à Jérusalem. Absolument. Et au départ, c'est grâce à Philippe II, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu l'empereur, oui, qui l'avait sous sa protection, il allait sur le bûcher, lui, pour le coup, Vézal. Mais comme il était protégé, il a eu le droit à la grande pénitence, qui était d'aller directement, le jour même, on partait pour Jérusalem. On saute quelques siècles et on arrive à une compétition mondiale, pas de rugby, mais quand même un match France-Springboks, à propos de la grève du cœur.
Absolument, la greffe du cœur. Oui, on fait vraiment un grand saut dans l'histoire, là. Évidemment, tout le monde sait que c'est Christian Barnard qui a fait la première... Alors, vous arrivez en mai 68, vous expliquez, vous intégrez le service du professeur Dubost, qui est à l'hôpital Broussais. Par le hasard absolu, c'est la révolution des étudiants. Hein. Moi, j'avais plus de place dans le service où je devais aller, qui était à Bichat, et donc je me retrouve à Broussais, dans le service du professeur Dubost. Je ne savais même pas qu'on faisait de la chirurgie cardiaque. Hein. J'étais étudiant en première année, donc oui. Donc je me retrouve dans ce service. Et là, j'assiste à une espèce de flambée de choses formidables. La première réparation de la valve mitrale par Alain Carpentier. J'assiste au premier pontage coronaire. Oui, quand même. Et puis, on fait la première transplantation cardiaque. Après s'être entraîné sur des bergers allemands ou sur des chiens. Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, je vois Monsieur Dubost. Alors moi, je le vois, bien sûr, vous imaginez, de la viscopie, c'est-à-dire au-dessus de la salle d'opération. Et encore au 3e rang, parce qu'il y avait tous les internes du service qui étaient là et qui étaient présents. Mais bon, j'assiste à cette transplantation qui est quand même un grand moment dans l'histoire de la médecine, pour tout dire. Et ça a été évidemment une révolution. Alors, tout le monde critique Christian Barnard, parce que pourquoi on n'avait pas fait de transplantation cardiaque avant ? C'était très simple. Parce qu'aussi bien en France qu'aux États-Unis, la définition de la mort, c'était l'arrêt du cœur. Comment voulez-vous faire une transplantation cardiaque si la définition de la mort, c'est l'arrêt du cœur ? Il a fallu que passe d'abord le changement dans la loi qui disait que la mort était une mort cérébrale et non pas une mort cardiaque. Mais on peut dire que notre ami Christian Barnard, en Afrique du Sud, bon, disons que la législation... Vous dites que la loi était moins répressive, quoi. Oui, moins répressive. Au moins sur ce plan-là. Oui, absolument, parce que sur d'autres, elle l'était beaucoup. Non, c'est un grand bonhomme, hein, Christian Barnard, un grand chirurgien, beaucoup de courage, beaucoup le sens de l'initiative, tout à fait remarquable. Hein, et il vous prend de vitesse, puisque la première greffe a lieu en décembre 67, et chez nous, c'est en mai 68. Alors, on a beaucoup parlé en mai 68 du père Boulogne. Bah oui, c'était le modeste petit externe qui venait tous les matins demander au père Boulogne s'il allait bien ou pas bien et qui prenait son observation, c'était Bibi. Alors, une idée délirante mais primordiale, c'est la CEC. Je crois que ça, c'est vraiment très, très, très important, la circulation extracorporelle. La circulation extracorporelle, tout le monde attendait ça intellectuellement. Comment est-il possible d'arrêter le cœur ? D'arrêter le cœur pour le réparer. Oui, mais si on arrêtait le cœur, il fallait arrêter les poumons aussi. Donc, il fallait inventer une machine cœur-poumon artificielle. Alors attention, ça ne se vient pas comme ça. C'est 20 ans de travail pour monsieur et madame Gibbon aux États-Unis qui mettent au point une machine très compliquée d'ailleurs, mais enfin qui permet d'arrêter le cœur. Vous allez encore plus loin, professeur Fabiani, puisque vous parlez d'Alexis Carrel et de Charles Lindbergh. Alors, qu'on ne s'attend pas à trouver ici. Alors là, en effet, ça c'est encore avant où, en effet, Alexis Carrel, qui venait d'avoir le prix Nobel, quand même, c'est le seul chirurgien qui a eu le prix Nobel de médecine, et Lindbergh, qui venait de traverser l'Atlantique, se mettent ensemble pour inventer un cœur artificiel. Qui n'a jamais marché, le cœur de verre. Le cœur, il n'a jamais marché, surtout qu'ils n'avaient pas des buts absolument semblables. Lindbergh, il voulait faire une machine qui puisse permettre d'arrêter le cœur pour opérer sa belle-sœur qui était malade, et Alexis Carrel, il voulait conserver des organes très longtemps pour pouvoir les transplanter. Donc, c'était pas du tout le même... Mais enfin, quand même, ils travaillent ensemble. Alors, vous imaginez la presse... disons que le prix Nobel avec le héros de l'Atlantique sont mis ensemble pour faire un nouvel homme. Le Time en fait sa première. Enfin bon, vous imaginez. Bon, voilà. Mais ça n'a jamais marché. Ils ont fait quand même des gros progrès sur le plan de la compréhension de beaucoup de phénomènes physiologiques. Et vous expliquez la mise au point finalement de la CEC, elle a permis l'explosion de la chirurgie cardiaque. Parce que la chirurgie cardiaque, vous dites, c'est un véritable contre-la-montre. Oui, c'est un véritable contre-la-montre parce qu'à partir du moment où ce qu'on appelle on clampe, c'est-à-dire qu'on empêche le sang d'arriver dans le cœur pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir travailler, ça veut dire que les artères coronaires ne sont plus perfusées par du sang. Donc si elles sont plus perfusées par du sang, et si on n'a pas un système pour protéger le cœur, ce qui était le cas au début, eh bien, il faut aller vite. Plus on va vite, et moins on a un risque, entre guillemets, je dis ça pour simplifier, d'infarctus. C'est-à-dire on a un risque que les cellules du cœur ne s'abîment. Donc c'est un contre-la-montre, en effet. On déclenche un chronomètre à partir du moment où on opère. Nous faisons un saut, on parcourt rapidement votre ouvrage en donnant l'envie peut-être à nos auditeurs de le lire. On va dire un mot sur le cœur des dames.
Oui. Pendant très très longtemps, on n'en parle pas. C'est vraiment totalement sous-estimé. Et vous expliquez d'ailleurs que dans les grandes études, on ne prend pas de dames. Elles sont faites chez les messieurs, évidemment. Alors, absolument. D'abord parce qu'on était persuadés. La grande étude, c'est la Framingham Study, qui commence en 1948, où on prend une petite ville des États-Unis avec 5 à 6 000 personnes, et on a dit on va les suivre pendant 40 ans. C'est ce qui s'est passé. On continue à les suivre. Et on continue à les suivre encore aujourd'hui. Donc, mais on était persuadés que pour la pouvoir public, c'était un problème d'hommes, parce qu'on était impressionné par la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde des messieurs. L'homme de 50 ans, quoi. C'était eux. Puis la femme, on avait toujours de peur à les étudier parce qu'on disait, et si elle est enceinte, et si on fait un traitement qui ne va pas aller avec sa grossesse. Donc, on ne voulait pas trop l'étudier particulièrement. Donc, on étudie l'infarctus chez l'homme. Mais la dame, les femmes, sont laissées de côté. Elles sont laissées de côté, et heureusement, en particulier, il faut bien reconnaître, un professeur de médecine française en l'occurrence, le professeur Mounier-Veillé, a beaucoup travaillé sur la question et depuis 10 ans, elle attire l'attention sur le problème de la maladie coronaire des femmes. Une femme ménopausée a plus de risque de mourir d'un infarctus qu'un cancer du sein. C'est la période de vulnérabilité. Il y a plusieurs périodes dans la vie des dames, mais la ménopause, avec l'arrêt des œstrogènes, favorise. C'est une période de vulnérabilité très importante. Et vous dites qu'elles n'ont pas de chance parce que les symptômes sont moins évidents que chez les messieurs. Alors, en plus, c'est bien aussi une cause d'erreur, c'est-à-dire qu'autant chez l'homme, les symptômes, je vous ai décrits tout à l'heure, sont assez typiques, autant chez la femme, c'est moins typique, c'est souvent des douleurs au niveau de l'estomac, dans le dos, des troubles du rythme, donc c'est moins typique. Et puis, les femmes, elles ne s'écoutent pas non plus. Hein. À partir du moment où elles ont une douleur, elles ne vont pas obligatoirement consulter un cardiologue. Elles s'occupent plutôt de leur famille et de leurs enfants. Alors, on verra les facteurs de risque cardiovasculaires tout à l'heure avec Nicolas. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur le cœur artificiel. On en a beaucoup parlé. Bien sûr. Alors là encore, c'est Alain Carpentier qui veut depuis déjà beaucoup plus de 20 ans mettre au point un cœur artificiel français. Parce que les cœurs artificiels, il y en avait d'autres qui avaient été inventés dans le passé, en particulier par Kolff, le grand Kolff qui avait inventé le rein artificiel. Eh bien, il a inventé un cœur artificiel aussi. Mais le but de ces cœurs artificiels était essentiellement d'attendre pour la greffe. On appelait ça le bridge to transplant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de greffon tout de suite, parce qu'on n'a pas suffisamment de greffons. Donc, on mettait un cœur artificiel en attendant d'avoir le bon greffon. Mais maintenant, le but d'Alain Carpentier, c'est un cœur définitivement implantable. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de transplantation derrière, on va remplacer le cœur par une machine en quelque sorte. Alors, une machine qu'il a très étudiée avec tous ces grands principes, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas de caillots, elle a des valves biologiques, l'intérieur est tapissé de substances qui n'entraînent pas d'anomalies du sang, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est très travaillé. Vous expliquez, vous dites, c'est le premier organe artificiel implantable, et demain, on pourra avoir des foies, des reins, des poumons. Alors, je vous propose, professeur Fabiani-Salmon, qu'on fasse une petite pause, et on reviendra, on dira un mot sur le robot, l'intelligence artificielle en deuxième partie d'émission. Et oui, et puis on va pas continuer de parler du cœur. Dans la préface, un de vos enfants dit « Papa, est-ce que tu fais vraiment un métier formidable ?» Et vous lui dites « Est-ce que tu voudrais le faire ?» et votre enfant répond « Bah non, parce qu'on ne te voit jamais, tu n'es jamais à la maison. » Il a bien résumé la situation. Ben oui, le cœur, c'est la vie, c'est la matière de la vie. On continue d'en parler dans cette deuxième partie. À tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Deuxième partie de C'est bon pour la santé avec le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, ancien chef de service de chirurgie cardiovasculaire pour votre cœur, cet inconnu. La bouche accuse, le cœur absout. Alfred de Musset. Alors tiens, je vais vous lire, cher professeur, parce que c'est vrai que j'ai une question à vous poser à l'issue de cette lecture. La littérature est inondée de références, c'est un des mots, évidemment, très très souvent, les plus souvent utilisés en la voyant. Dans la chanson, j'imagine aussi. Ouais, dans la chanson, tout le temps, en la voyant. Vous pensez peut-être à Julien Clerc, non ? Et à Jean-Loup Dabadi, le cœur volcan. En la voyant, j'ai eu un grand coup de cœur et depuis, je n'avais plus qu'un rêve, la serrer sur mon cœur. Il faut dire qu'elle était belle comme un cœur.
cœur. Il me fallait un peu de cœur au ventre et je lui préparais donc un discours venu du fond du cœur où je m'en donnais à cœur joie, faisant le joli cœur, allant jusqu'à avouer que la flèche de l'amour m'avait touché en plein cœur. Je voulais lui faire battre le cœur et tout mettre en œuvre pour gagner son cœur, etc., etc. Pourquoi le cœur est-il le siège des émotions, de l'émotion, de l'amour ? Est-ce uniquement parce que c'est un cœur chaud, une chaudière, alors que le cerveau est froid ? C'est le cerveau qui semblerait être le siège des émotions. Évidemment, ça l'est d'ailleurs. Mais simplement, le cerveau, il s'exprime par l'intermédiaire du cœur et par l'intermédiaire des nerfs, en particulier, qui accélèrent le cœur, comme le sympathique qui accélère le cœur et le parasympathique qui, au contraire, le ralentit. Il s'exprime et il s'exprime de façon très rapide. Quand vous avez une émotion, eh bien, vous sentez votre cœur battre plus vite. Et c'est bien parce que vous le sentez que immédiatement, tout le monde pense que c'est le cœur qui est responsable de l'expression, en quelque sorte, du stress. L'élan du cœur. L'élan du cœur. Mais aussi, il y a des mots qui sont... Vous apprenez par cœur. Pourquoi vous apprenez par cœur ? Qu'est-ce qui vient faire le cœur dans le fait d'apprendre ? Est-ce que vous avez Mais parce qu'Aristote était persuadé, et il l'enseignait à Alexandre le Grand, qui était son élève, que le cœur était le centre de la pensée. Autrement dit, depuis Aristote, on apprend par cœur. Oui, c'est-à-dire, ça vient de loin, tout ça, quand même. Parce que qui n'a pas appris par cœur quelque chose ? Vladimir, on a beaucoup appris par cœur quand on était... De moins en moins. On apprend de moins en moins par cœur, malheureusement. Comment il fonctionne sans se fatiguer, alors, ce cœur ? Vous avez dit en première partie 3 milliards de battements au cours d'une vie, mais comment est-ce qu'il arrive... Est-ce qu'on est inégaux devant ce déterminisme génétique ? Ça, on est inégaux. Ouais. En particulier, les grands sportifs, ils ont des cœurs qui battent très lentement, ils ont des cœurs qui sont un peu plus gros, ils sont capables Je raconte Bernard Hinault, par exemple. Puis, il ne faut pas oublier... Vous parlez aussi d'un sportif qui a 3 battements par minute. Oui, ça peut... Bon. Puis il y a Philippides, quand même. N'oublions pas Philippides. Le marathon. Le premier qui voit les Athéniens gagner. Et on lui dit, va dire à Athènes que nous avons gagné. Et le gars, il se tape 42 km en courant. Il dit, nous avons vaincu. Et il s'écroule. Donc c'est quand même... c'est le premier marathon, évidemment, par définition. Et puis c'est aussi la première mort subite du cœur après un effort, comme Dieu sait si maintenant on dépiste le risque de faire un arrêt cardiaque après un effort trop important. Philippides, il avait montré le chemin. Pour les auditeurs qui nous écoutent, donc la pratique sportive est importante, intéressante. Je ne parle pas de la pratique sportive de haut niveau, mais une pratique sportive régulière est importante. Est-ce qu'il faut abaisser un petit peu, point d'interrogation, le rythme cardiaque, est-ce que c'est important ? Alors oui, tout ça c'est important. C'est pour ça que j'aime pas tellement le mot de sport. Moi, je préfère dire le mot exercice. Que ce soit très bon de faire de l'exercice, et si possible des exercices où l'on respire en même temps. Parce que c'est très important de respirer en même temps de l'effort. Parce qu'il faut vous oxygéner. Tous les sports qui sont des sports où on est obligé de se mettre en apnée ne sont pas très bons pour le cœur. Donc, il faut faire de l'exercice, il faut le faire de façon régulière, au moins 20 minutes. Si c'est moins de 20 minutes, ça ne sert à rien. Les muscles, comme je l'écris aussi, ont des mémoires de poisson rouge. Ils ne se souviennent absolument pas de ce que vous avez fait la veille. Donc, il faut le faire régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Parce que sinon, on perd le bénéfice de l'exercice. Alors ça, c'est vrai. Alors, ne parlons pas des sportifs de haute compétition, de haut niveau, parce que eux, ce sont des gens qui sont d'abord parfois un peu mal formés, entre guillemets, dans le sens positif du terme, mais il y a aussi le fait que ce sont des gens qui ont subi un entraînement absolument extraordinaire au cours de dizaines d'années. Donc, il ne faut pas se mettre dans l'esprit... Il ne faut pas se mettre à faire un marathon du jour au lendemain. D'abord parce que vous n'y arriverez pas, et puis parce que pourtant, là, vous parlez de Philippides, et maintenant, quand on organise un marathon à Paris, il y a 60 000 participants. Certes, mais ils sont entraînés. Je peux vous dire, j'ai des gens auprès de moi qui font le marathon de Paris. Je peux vous dire que toute l'année, ils s'entraînent et qu'ils courent toute la semaine pour arriver à ce niveau-là. On ne devient pas comme ça coureur de marathon. C'est une bonne épreuve d'effort, le marathon. Oui. Je pense qu'il doit y avoir demandez à Philippides, il s'en souvient encore, le pauvre. Ça s'est mal terminé, son épreuve d'effort. Des petits exercices à mettre en place réguliers, prendre les escaliers, descendre une station de métro avant, il faut rappeler en permanence. Tout à fait. Et puis, les petits moyens habituels. La marche étant le système le plus simple et le moins cher pour faire du sport quand même, parce que pas besoin d'avoir un abonnement dans une salle de sport de très haut niveau. Si vous prenez l'habitude de marcher tous les jours, par exemple, si vous prenez le métro
vous sortez 2 stations avant l'endroit où vous devez vous rendre pour faire votre travail, et puis vous allez le reste à pied. C'est tout simple comme façon de s'organiser. Mais il faut absolument essayer de marcher. Alors, c'est facile à dire, hein, et moi, le premier, il m'arrive de pas bien le faire. Il y a un autre truc qui est très très bien, c'est avoir un chien. Parce que le chien, il faut le sortir. Donc, ça vous oblige tous les jours à sortir votre chien. C'est l'air de rien, mais enfin, le tout, c'est de se forcer à faire un exercice. Donc, j'ai bien compris, un berger allemand, si possible. Si j'ai bien écouté. Le pauvre berger allemand. Racontez-nous juste, parce que après la chronique de Vladimir, qui nous a rejoint en studio, on va parler des alliés et des ennemis, bien sûr, du cœur. Vous allez tout nous dire. On va passer dans le pratico-pratique. Dernière petite question avant de retrouver Vladimir. Pourquoi le sang ne coagule-t-il pas dans nos artères? Ah ben voilà, c'était la grande question. Ouais. Alors, tout le monde répondait, c'était Venn qui posait cette question. Il disait, oui, pourquoi le sang ne coagule pas dans les artères et dans les veines? Alors tout le monde dit, évidemment, parce que si jamais il coagulait, ça pourrait pas marcher, tout le monde serait mort. Il dit, non. Il y a quelque chose qui doit l'empêcher de coaguler. Donc, je vais m'en occuper. Alors, je l'ai bien connu, Venn, parce que je travaillais à l'époque en Angleterre. Et lui et Moncada, il travaillait, alors il prenait des aortes de lapin, il est passé à la moulinette, puis il cherchait tout ce qu'il y avait dans l'aorte de lapin qu'on ne connaissait pas. Et là, ils ont trouvé une substance qui était une prostaglandine. Ils ont dit, celle-là, on ne la connaît pas. Et cette prostaglandine s'est avérée être la prostacycline, c'est-à-dire une substance qui empêchait la coagulation du sang. On en a fait un médicament. Et John Venn, il a eu le prix Nobel. Le prix Nobel, du coup. Allez, tout de suite, la chronique de Vladimir. On continue de parler du cœur, bien sûr. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Vladimir, le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, avec nous aujourd'hui, évoque dans son ouvrage la porosité des tissus. Et vous nous rapportez d'ailleurs dans Votre cœur, c'est inconnu, l'histoire d'un drapier de Delft qui fabrique en 1674 un appareil. Alors c'est une sorte de loupe microscope pour contrôler le tissage des soies qu'il reçoit des Indes. Il adresse des courriers à la Royal Society de Londres car il aperçoit des êtres vivants minuscules, des animalcules, en réalité des globules rouges qui passent près de fines artérioles, les capillaires. Vous souhaitiez, Vladimir, nous parler des mystères de l'endothélium vasculaire, on va tout savoir, et de la microcirculation si importante dans la chirurgie réparatrice, comme par exemple la greffe du doigt. Eh oui, parce que le cœur est un moteur, mais il faut que les conduits conduisent le sang jusque là où il sera utile, et notamment la main est un de ces organes très utiles. Et nous, chirurgiens de la main, quand il y avait une blessure grave de la main, nous sommes heurtés à un problème difficile parce que il fallait réimplanter des extrémités digitales ou des avant-bras ou des mains, et il fallait donc rabouter des vaisseaux. Et rabouter des vaisseaux sanguins, c'est la même chose qu'au niveau du cœur. Il y a à l'intérieur des vaisseaux sanguins une membrane un peu spéciale qui est la peau intérieure du vaisseau. C'est ce qu'on appelle l'endothélium. Et l'endothélium a été longtemps un organe qui a été un peu méprisé, pas très connu. On pensait que c'était une sorte de barrière un peu vitrée, mais qui n'avait pas de fonction. Et en fait, cet endothélium, il a des effets et des pouvoirs tout à fait extraordinaires parce qu'il est directement en contact avec les vaisseaux sanguins. Et par exemple, à l'époque, quand on essayait de réimplanter ses doigts, on s'est aperçu que parfois l'endothélium était détruit. Il était surtout détruit quand il était écrasé. C'était très curieux que quand il y a une section nette d'un doigt, on peut rabouter les extrémités relativement simplement par des techniques de microchirurgie. Mais quand il y a eu un écrasement ou un arrachement, qu'est-ce qui se passe? L'endothélium se détache de la partie musculaire, c'est un peu comme si la peau se détachait de notre corps. Et quand on essaye de faire l'anastomose, c'est de réunir les deux extrémités, eh bien, il se produit une coagulation immédiate et le sang ne passe pas. Et en quelque sorte, l'endothélium nous bloque la possibilité de réimplanter ce doigt. Et pour réussir, il faut parfois enlever beaucoup de tissus tout autour, et notamment aller de plus en plus en proximal, comme nous disons, pour retrouver quelque chose qui est sain, un endothélium qui est sain. J'avais décrit ça sous le signe du ruban bleu.
C'est-à-dire que quand des personnes arrivaient avec des plaies ou des contusions importantes de la main, et quand on voyait une espèce de petit ruban bleu tout le long du doigt pour aller jusqu'à la pulpe, cela voulait dire que l'endothélium avait été abîmé en profondeur et qu'on n'aurait pas pu faire cette réimplantation. Alors justement, je voulais aussi poser la question à Jean-Noël Fabiani-Salmon de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'endothélium cardiaque? Est-ce que là aussi on a des problèmes? Bien entendu, c'est exactement la même chose que pour l'endothélium des artères digitales. Hein. C'est exactement la même chose. On revient sur ce que l'on disait il y a un instant. C'est la production par l'endothélium de prostacycline qui permet d'éviter à ce que les plaquettes n'adhèrent sur Et si les plaquettes adhèrent sur l'endothélium, si elles ne sont pas repoussées en quelque sorte, elles sont le premier temps de la formation d'un caillot. Et s'il y a un caillot qui se forme, eh bien évidemment, ça ne va plus fonctionner et l'artériole ou l'artère coronaire va se boucher. C'est exactement la même chose qui se passe dans les artères coronaires. Et alors les anticoagulants, quel est un petit peu leur historique et leur action? Alors les anticoagulants ont une action, mais on utilise de plus en plus dans la prévention de ces problèmes, non pas des anticoagulants, mais des anti-agrégants plaquettaires. Ce que l'on cherche à viser, c'est la plaquette sanguine, parce que c'est la première à arriver là où il y a un problème que tu décrivais très très bien au niveau des endothéliums arrachés. C'est la première qui va se mettre là, et elle, une fois qu'elle fait son petit clou, on appelle ça le clou plaquettaire de Hayem, elle fait son petit clou, immédiatement vont se mettre dessus des éléments figurés de la thrombose, et le caillot va se mettre en route et va risquer de se développer. Alors là, les anticoagulants peuvent en effet avoir de l'effet. Mais le premier temps, c'est pour ça que tous les gens à qui on a fait des angioplasties avec des ballons, parce qu'on écrase, là, avec le ballon, on écrase l'endothélium, pourquoi on les met immédiatement sous anti-agrégants plaquettaires, l'aspirine étant le plus banal qui soit, découverte quand même par Hippocrate, dans l'écorce du saule, il faut quand même 4 siècles avant Jésus-Christ, l'aspirine est le médicament le plus prescrit dans le monde actuellement. On chiffre ça en millions de tonnes par an d'aspirine utilisée. Principalement pour l'action anti-agrégante. Bien sûr. Et certaines personnes se disent, mais pourquoi on n'en fait pas couler dans l'eau du robinet? Tellement tout le monde a besoin d'aspirine pour éviter, pour prévenir en quelque sorte le risque d'agrégation des plaquettes. D'accord. Donc tu vois, on est absolument en plein dans le mille. Et il y a une autre invention qui est extraordinaire, je trouve que ce serait intéressant que tu nous décrives, c'est les stents. C'est-à-dire cette invention étonnante qui a permis de sauver... Et voilà, je te laisse un peu avec cette histoire de stents. C'est extraordinaire pour nous quand on l'a appris, c'est-à-dire qu'on dilate la coronaire et qu'elle reste dilatée. Parfois elle reste dilatée, puis après on est obligé de mettre un petit ressort. Oui, parce qu'il y a un risque quand on a simplement utilisé un petit ballonnet qu'elle se resserre secondairement. Donc, un certain monsieur Wallstent, il avait un nom vraiment formidable, a mis en point ce petit grillage, en quelque sorte, qui est de dire, je vais maintenir ouvert mécaniquement, en quelque sorte, l'artère que je viens de dilater. Alors, pourtant, c'est très très fin, les oui, mais le grillage, il est très fin aussi. Il a été mis au point par un certain monsieur Palmaz, et ce monsieur Palmaz a même mis au point un stent qui est auto-expansible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le lâche, il s'ouvre tout seul. Et donc, et en plus, c'est un Français, monsieur Puel, qui a eu l'idée de le mettre dans les coronaires, parce qu'on avait peur de le mettre dans les coronaires, parce que le coronaire, c'est tout petit quand même, ça fait 1 millimètre de diamètre. Donc, il l'a fait. Alors, bien entendu, ça s'accompagne, et on revient sur ce que vient de dire Vladimir, ça s'accompagne d'un traitement pour empêcher l'agrégation des plaquettes, c'est-à-dire, il faut, alors non seulement on met de l'aspirine, mais on met souvent aussi un autre médicament anti-agrégant plaquettaire, de façon à être sûr de tout couvrir dans le risque d'agrégation plaquettaire. Très important. Ça a sauvé des millions de vies. Ça a révolutionné le traitement des coronaires. En quelle année, là alors celui qui fait ça, le premier, il s'appelle Grunzig. Grunzig, il fait ça dans les années 80-90. Et le pauvre, il meurt très jeune dans un accident d'avion, enfin bon, peu importe. Mais il lance cela, et aujourd'hui il y a beaucoup plus de traitements faits sur les coronaires, j'entends, par angioplastie et stent que de chirurgie comme elle avait été faite au départ, parce que quand la chirurgie des coronaires, c'est les pontages
son nez, ça a été une efflorescence d'indications, mais des millions et des millions d'indications de par le monde, à tel point que les pouvoirs publics ont commencé à se dire ça va nous coûter cher cette histoire, parce que vraiment c'est un tel succès. Et la chirurgie coronaire, je peux vous dire, ça marchait très bien, et ça marche toujours très bien quand elle est faite. Mais évidemment, l'arrivée de ces nouvelles techniques, beaucoup moins lourdes pour le malade, puisqu'on fait simplement une piqûre au niveau de l'aine, au niveau de la fémorale, pour aller monter le petit ballon, eh ben ça change tout. Hein. Et c'est pas l'opération avec l'ouverture du sternum et la circulation extracorporelle. Ça change quand même la donne. Et maintenant, il y a beaucoup plus dans le monde de techniques qui sont faites par angioplastie que par chirurgie. Alors on apprend plein de choses, vous êtes historien. Aujourd'hui, c'est Votre cœur, c'est inconnu, mais vous avez aussi un ouvrage en façon de bande dessinée, l'histoire de la médecine illustrée. L'incroyable histoire de la médecine. L'incroyable histoire, voilà. Viendrez nous en parler. Et vous viendrez nous en parler, qui a été récemment augmenté avec 2 nouveaux chapitres, et alors dans lequel on en dit juste un petit mot, parce que c'est vous nous disiez tout à l'heure, un petit peu hors antenne, il y a plein d'expressions quotidiennes qui viennent de la médecine. Se faire du mauvais sang, par exemple. Oui, se faire du mauvais sang. De se faire du mauvais sang, c'est quand la théorie des humeurs, inventée par Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ quand même, c'est pas d'hier, il disait que dans le sang, il pouvait y avoir des humeurs qui étaient dominantes. Et ça, il fallait pas d'humeur dominante, parce qu'il fallait qu'elle soit en équilibre. Donc, quand elle est dominante, on se fait du mauvais sang. Alors, ce mauvais sang, il faut l'enlever. Les purges et les saignées, c'est ça? Voilà, bien sûr. Et voilà, la saignée. Purgare et saignare, disait Molière. Le poumon, vous dis-je. Ou le poumon, vous dites. Molière, il a tout compris, dans tous les domaines. Vous citez, vous dites d'ailleurs en réaction, il écrit le malade imaginaire. Bien sûr. Il a été très intelligent, Molière, parce que à l'époque où Harvey venait de décrire la vraie circulation sanguine, que les Français étaient contre, évidemment, Riolan, le doyen de la faculté de médecine, était contre Harvey, pour une raison très simple. D'abord parce qu'il était anglais, déjà, et d'une. Et puis, d'autre part, parce qu'il était protestant, et de deux. Donc, ils étaient contre. Alors, tout le monde prend parti. Mais on se casse la figure dans la rue. La maréchaussée intervient en France pour les circulateurs ou les anticirculateurs. Molière prend parti, lui, évidemment. Il transforme les anticirculateurs en Diafoirus, les fameux père et fils Diafoirus. Et puis, surtout, à un moment, on va voir le roi Louis XIV. Et on lui dit, sire, il faut que vous preniez parti. Vous prenez parti. Parce que les gens se battent maintenant avec, en plus, les La Fontaine et tout ça, le Molière, tout le monde prend parti. Il faut que vous disiez... Et là... Louis XIV se fait conseiller quand même par un certain Dionys du Séjour, qui était le chirurgien de la reine. Et il discute. Et là, c'est formidable. Il prend la décision. Nous, Louis le XIVe du nom, décidons qu'à partir de ce jour, en France, le sang circule. C'est la première fois quand même que le pouvoir politique prend parti par une décision d'État. Ça n'était qu'une belle sortie en fanfare, mais c'est pas la première fois, parce que maintenant, on sait que très souvent, le pouvoir politique prend parti dans les problèmes médicaux. Mais néanmoins, on continue à saigner après. Absolument. Pendant 2 siècles. Bien sûr, on continue à saigner. Il meurt de quoi, Molière, alors, puisque vous savez tout? Il est tuberculeux. Ouais. Le pauvre, il est tuberculeux. Pas du cœur, hein. Non, il meurt pas du cœur. On n'est pas sûr encore de quoi il serait mort. Il revient chez lui dans un état épouvantable. Il n'est pas mort sur scène, qu'on a voulu le dire parce que c'était joli. Il est retourné chez lui, mais manifestement, il est tuberculeux. Et il a pris le rôle d'Argan dans la maladie imaginaire. Et un rôle épuisant. Et alors, en plus, sur la scène, il se met à tousser, à perdre le souffle. Mais tout le monde dit « Oh, mais c'est Molière. Il joue bien. Qu'est-ce qu'il joue bien, la comédie ?» Non, il jouait pas la comédie, le pauvre. Il était en train d'étouffer sur scène. Bon, il nous reste 5 minutes. Alors, les alliés et les ennemis, vous allez tout nous dire. Le tabac, ennemi numéro 1 ? Ennemi. Non, l'ennemi numéro 1, je vais vous dire, c'est pas toujours dit clairement, c'est l'hérédité. Okay. L'hérédité. C'est-à-dire qu'il y a des familles où on fait des infarctus du myocarde, et des familles où on n'en fait pas. Donc, je ne dis pas que c'est le seul, évidemment, puis qu'on peut agir sur ces facteurs génétiques, mais la génétique a un pouvoir très important. Donc des antécédents familiaux. Bien, des antécédents familiaux. Donc ensuite, sur la suite du classement, donc tabac, le risque cardiovasculaire divisé par 2 dans l'année du sevrage. Ouais. Et à 15 ans de sevrage, le risque redevient le même que celui d'un non-fumeur. La malbouffe.
le danger de la malbouffe. Pardon, on va un petit peu vite, mais... Malbouffe, c'est essentiellement ce qu'a démontré la Framingham Study dont on parlait tout à l'heure, c'est le cholestérol. Le cholestérol, pourquoi ? Parce que c'est une graisse qui est très utile pour le cerveau et tout ça, mais quand elle est mal placée dans les artères, elle va participer à ces plaques qui se forment sur les artères et ces plaques vont entraîner des rétrécissements. Donc le cholestérol, il faut faire attention, il faut avoir un taux de cholestérol qui est en dessous de 2 grammes par litre. Enfin, maintenant, c'est très bien connu. Et surtout maintenant, on peut faire des régimes. Le régime crétois étant un très bon régime. Mais maintenant, surtout, il y a les statines qui ont transformé le pronostic. Hypertension artérielle. Horrible maladie. Horrible maladie. Très. Mais qu'est-ce qu'on... Parce que, tout simplement, comment on surveille ? D'abord, elle est très sournoise. Le mec qui a une hypertension artérielle, il se sent vachement bien. Il vit à 100 à l'heure. Et vous lui donnez des médicaments qui vont lui faire baisser un petit peu son rythme. Il va se sentir beaucoup moins bien. Il va se traîner. Puis on va lui dire, je vais vous donner de l'aspirine, ça va vous faire du bien, à dose nourrisson. Il dit, tu te fous de ma gueule, le docteur. Il me donne un médicament pour nourrisson et il croit que ça va guérir mon hypertension. Ah oui, c'est la bonne dose qu'il faut donner pour empêcher que les plaquettes dont on parlait tout à l'heure ne s'agrègent. Donc, c'est une maladie terrible. Alors, pourquoi elle est terrible ? Parce que votre cœur, il lutte contre un fardeau, en quelque sorte, qui est la charge de l'hypertension. C'est sur toutes les artères. Sur toutes les artères, oui, mais le cœur, lui, il pousse parce qu'il faut qu'il assure la pression. Donc, c'est vraiment très, très dangereux. Le diabète. Le diabète, c'est aussi une maladie, le diabète dit gras, c'est-à-dire le diabète où on a pris un petit peu d'embonpoint. Ce qu'on appelle le diabète de type 2. Le diabète de type 2, eh bien, vraiment, on sait que c'est un facteur de risque de toutes les artères, pas seulement du cœur, mais du cœur aussi. Les petites et les grosses. Les petites et les grosses. Le futur, on en a souvent parlé avec Vladimir, le robot, on sait que la robotique a fait son entrée en chirurgie moi, je l'ai vu arriver il y a 20 ans. En 99, c'était à Brousset. Le robot Intuitive est arrivé dans le service et on a fait les premières opérations de chirurgie cardiaque sous robotique. C'est impressionnant, parce que vous avez d'un côté le chirurgien qui est dans une espèce de coffre là, où il voit très très bien avec une caméra 3D l'intérieur du corps, et puis il a des petites manettes qui vont lui permettre d'agir à l'intérieur du corps pour faire une opération. Et ce qu'on oublie toujours de dire, alors ça peut sembler un peu folklorique, mais tout ce qu'on oublie de dire, c'est qu'entre le chirurgien et le malade, il y a un intrus qui s'est mis, et cet intrus il s'appelle l'ordinateur. L'ordinateur. Autrement dit, on peut faire rentrer maintenant, par l'intermédiaire de l'ordinateur, de très nombreuses procédures qui vont faciliter terriblement la vie du chirurgien et donc faciliter évidemment les suites du malade. C'est le bon côté de l'intelligence artificielle pour vous ? Bien sûr. On a déjà actuellement 700 000 publications médicales par an. L'intelligence artificielle pourrait permettre ou permettra une meilleure exploitation. De lire les radios, de lire les électrocardiogrammes. C'est pas compliqué. Regardez maintenant, que se passe-t-il en radiologie, puisque vous en parlez. En radiologie, vous faites entrer le malade dans un scanner. Le scanner est là, une manipulatrice ou un manipulateur qui a fait entrer le malade dans le scanner. On tire le scanner. Immédiatement après, les clichés partent sur le réseau. Il est comparé à plusieurs milliards de scanners. Et en 3 secondes, on a le résultat du scanner que vous venez de faire, avec un risque d'erreur de 0,00001%. Meilleur que les radiologues. Son indifférence me serra le cœur. La belle n'avait pas de cœur et ne répugnait pas à jouer au crève-cœur. En réalité, elle avait plutôt un cœur d'artichaut. Moi, je n'ai pas pu bénéficier de la moindre feuille et j'en avais gros sur le cœur. Et ce ne fut pas de gaieté de cœur que j'acceptais d'en avoir le cœur net. Ah oui. Et oui, voilà, etc. Notre vie est pleine de cœur. Alors, c'est de la radio, mais ils font tous le cœur maintenant. C'est bien ça. Oui. Vous avez vu, dès qu'il y a une téloche, maintenant, vous avez remarqué que le cœur, voilà. Que les émoticônes, maintenant, il y a tous les émoticônes avec des petits cœurs, ou des têtes avec des petits cœurs. Ça montre bien que le cœur, même dans les émoticônes, reste tout à fait présent. Est-ce que le cœur, quand ils font ça à la télé, là, à l'Eurovision, est-ce que ça a cette forme, le cœur, ou pas vraiment ? C'est le cœur de carte à jouer, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas la vérité. Mais ça a cette forme-là, non ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Merci en tout cas, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon. Votre cœur, je change le titre, parce que c'est inconnu, ça y est, il ne l'est plus au bout de cette émission. Paru chez Albin Michel, voilà, vous saurez tout sur le fonctionnement de cet organe absolument indispensable, de cet organe chaud. Voilà. Chaud.
Chaud, voilà, la chaudière du corps. Merci Vladimir, merci aux deux Serge Rafale et Serge Surpin, du côté de la réalisation à cœur vaillant, rien d'impossible, et il l'a fait du côté de la réalisation. À la semaine prochaine.